Bonjour. Il y a un an, l'école de musique d'Orme vous proposait le spectacle Le Petit Fernand et la Grande Guerre. Aujourd'hui, nous vous le proposons de façon virtuelle. Cette comédie musicale a été écrite sur des textes de Éric Herbette et des musiques de Julien Joubert. 3 chœurs ont participé à ce projet. La chansonnette CM 6e 5e, le chœur de jeunes filles et un petit chœur adulte. Pour ce spectacle, les chœurs sont accompagnés au piano par Tony Bigot, à la clarinette par Robert Ramon, à l'alto Isabelle Billan et à la contrebasse Christophe Andrivet. Bon spectacle! J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. L'adieu, texte de Guillaume Apollinaire, mort 2 jours avant l'armistice, le 9 novembre 1918. Comme beaucoup de petites communes de France, Orme a une boulangerie, un boucher charcutier, un bistrot, la Poule Blanche, une église avec ses cloches, un parc et une mairie devant laquelle un monument aux morts fut érigé après la guerre de 14-18, la Sale Guerre. Vincent et Karine Ledoux ont 2 enfants, Fernand, 13 ans, et Mimi, 6 ans. Cet après-midi, Mimi désire que son grand frère joue avec elle à Peter Pan. Elle est déguisée en fée Clochette. Il y a un an, il jouait bien avec elle à Peter Pan. Mais aujourd'hui, non, vraiment, il n'en a pas envie. Mimi désire que son grand frère joue avec elle à Peter Pan. Elle est déguisée en fée Clochette. Il y a un an, Fernand joue encore un peu à Peter Pan. Mais aujourd'hui, vraiment non. Il n'a plus envie. Boom.
On va finir pendu. Les Indiens vont nous attraper. Vite, vite, il faut se sauver. Aïe, j'ai bu tout le poison. J'ai les femmes dans la potion. J'ai mal au ventre, Peter. Je mourre, Peter. Maman, Fernand ne veut pas jouer. Maman, Fernand est trop méchant. Maman, Fernand ne veut pas jouer à Peter Pan. Maman, Fernand ne veut pas jouer. Maman, Fernand est trop méchant. Maman, Fernand ne veut pas jouer à Peter Pan. Allez, Fernand, sois sympa, joue un peu avec ta sœur pour une fois. D'accord. Ouais. Peter Pan, attention au filet. Peter Pan, c'est le capitaine Crochet. Il veut te faire prisonnier et manger par le crocodile. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Attaque-le, attaque-le, attaque-le. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Attaque-le, attaque-le, attaque-le. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Attaque-le, attaque-le, attaque-le. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Tic tac, vas-y, vas-y, vas-y. Attaque-le, attaque-le. Enfin, la sonnerie retentit et Fernand en profite pour jeter l'épée sur la moquette du salon et s'empresse d'aller ouvrir. C'est Madame Garel, la vieille dame d'à côté. Il se demande bien ce qu'elle veut, celle-ci, à venir aussi souvent chez eux. Son père lui offre un thé. La sonnerie résonne à nouveau. Fernand se précipite. C'est Hugo. Il vient pour faire un exposé sur la Première Guerre mondiale. Il n'a pas vraiment choisi de travailler avec lui. Mais ils étaient assis côte à côte quand les groupes ont été constitués. Il est accompagné de Lucie. Ah, il ne l'attendait pas. C'est vrai qu'elle était malade quand les groupes ont été faits. Bon. Fernand ne se sent pas très à l'aise en les guidant à sa chambre. Il y a encore le papier peint de quand il était petit. Des bateaux de pirates. Ça fait des mois que son père lui a promis de refaire le papier de sa chambre. Mais bien sûr, il n'a pas eu le temps. C'est vraiment nul ce papier peint. Fernand rougit. Bon, si on s'y mettait. Fernand travaille seul, comme dans tous les travaux de groupe. Hugo passe son temps à essayer de faire rire Lucie. Après les avoir accompagnés, Fernand s'enferme dans sa chambre. Il est en colère. C'est la honte ce papier peint. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh le petit bébé, plus jamais je ne ferai venir quelqu'un. De toute façon, j'étais tout seul, à travailler. C'est toujours comme ça.
Soudain, Mimi fait irruption. Cette fois-ci, elle est déguisée en princesse. Il ne la supporte plus. Il coupe un grand morceau de ruban adhésif et menace sa sœur. « Tu vois, à chaque fois que tu viendras me déranger, je t'en collerai un morceau. Laisse-moi tranquille. » Et il jette Mimi hors de sa chambre. Mimi se mit à crier comme si on lui avait arraché la tête. « Maman !» Karine vient voir ce qui se passe. Elle console Mimi et ensuite va voir Fernand. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Fernand? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Allez, tu peux tout me dire, mon petit Fernand. »« Arrête de m'appeler comme ça. Je veux plus qu'on m'appelle mon petit Fernand. Et puis, laisse-moi tranquille pour une fois. » Et il fonce au garage, prend son skate et se dirige vers la place de la mairie. La nuit tombe doucement. Fernand s'assoit. Sur le banc qui fait face au monument, il lit les noms des combattants. À Guillaume Ferdinand, Alain François, Barbara André, Fournier Henri Alain, Garnier Joseph, Klein Maurice, Pergaud Louis, Boulard Bruno. Il reconnaît le nom des familles d'Orme, mais il n'y a pas le sien, le Doubs. Il cherche en vain. À Guillaume Ferdinand, Alain François, Barbara André, Fournier Henri Alain, Garnier Joseph, Klein Maurice, Pergaud Louis, Boulard Bruno. Pourtant, son père lui a dit que sa famille a toujours été d'ici. Il fait complètement nuit à présent. Calmé, Fernand rentre chez lui. Il dit qu'il est allé au monument aux morts, qu'il a lu le nom de famille qu'il connaît, mais veut savoir pourquoi il n'y a pas le leur, alors qu'on lui a toujours dit que son arrière-arrière-grand-père, Gaston Ledoux, était mort, peu de temps après la guerre, des suites de ses blessures. Son père dit qu'il n'avait pas remarqué. Cette découverte l'intrigue. Il se met à son ordinateur et entreprend ses recherches pour son exposé. Il cherche des chansons sur le thème de la Grande Guerre. Il écoute Le Soldat de Florent Pagny. La vidéo enchaîne avec un poème de Guillaume Apollinaire, mis en musique par Julien Joubert, Sous le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine.
Fernand met au propre l'exposé. Il décrit la mobilisation, les cloches qui sonnent. Fernand écrit « Tous les hommes semblent contents de rejoindre leur régiment. Les zouaves, les chasseurs alpins, les artilleurs, l'infanterie, la cavalerie. C'est la der des der, ce 1er août 1914. Vont voir les Boches, on va reprendre l'Alsace et la Lorraine. Tout le monde y va, à pied, à cheval, en train, en auto. » Le 31 du mois d'août 1914, je partais de Deauville un peu avant minuit, dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois. Nous dîmes adieu à toute une époque. Les gens furieux se dressaient sur le rang, les aigles quittaient l'orient, attendant le soleil. Les poissons correspondent des habits. Les peuples accouraient pour se connaître à fond. Les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure. Le 31 du mois d'août 1914, je partais de Deauville un peu avant minuit, dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois. Et quand après avoir passé l'après-midi, par Fontainebleau, nous arrivâmes à Paris, au moment où l'on affichait la mobilisation, nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite auto nous avait conduits dans une époque nouvelle. Et bien qu'étant déjà tous des hommes nus, nous venions cependant de naître. Les adieux dans les gares sont tristes. On a du mal à laisser femmes et enfants derrière soi, mais le devoir appelle. Des fanfares poussent à la gaieté. Les va-t-en-guerre hurlent des chants patriotiques. La France va gagner, c'est sûr. Des chorales de gamins chantent la Marseillaise en agitant des drapeaux français. Ces hommes vont vivre l'enfer, mais ils ne le savent pas. Très vite, les troupes françaises sont décimées et les tranchées apparaissent, puis le gaz moutarde. On se lance à l'assaut de l'ennemi, baïonnette au fusil.
Beaucoup d'hommes sont fauchés à la fleur de l'âge par les mitrailleuses allemandes. De nombreuses familles sont détruites. À l'arrière, on chante « Maman attend le facteur ». Chaque matin, petite mère, sitôt que je suis éveillée, me fait réciter une prière pour toi, cher papa bien-aimé. Puis m'embrassant, elle me quitte et reste absente bien longtemps. Alors moi que cela débite, j'ai voulu savoir ses tourments. Et je l'ai vue là dans la rue, la figure tout anxieuse, elle attend le cœur plein d'émoi, puis tout à coup devient radieuse, car tout là-bas elle aperçoit celui qui réjouit son cœur. La maman attend le facteur. Mais là, tout comme d'habitude, elle m'apprend beaucoup ce matin. Quelle cruelle incertitude, et que maudit soit le destin qui nous empêche de nous écrire. Rassure-nous, petit papa, à moi tu peux bientôt me dire que t'est-il arrivé là-bas. Tu nous oublies, mais je t'en prie, envoie vite une bonne lettre qui calmera tous nos tourments. Tu ne nous aimes plus peut-être, vois-tu papa c'est bien méchant. Oh vite calme sa douleur, ma maman attend le facteur. La figure tout haïe, maman est rentrée ce matin. Une lettre de la mairie lui tremblotait contre les mains. Puis elle est dans l'armoire, dis-moi que veut tout cela. Elle a mis une robe noire, puis en pleurant la dit tout bas, fais ta prière pour petit père. Que disait donc cette ici pour que ses yeux étant pleurés? Je voudrais dans sa peine et vie pouvoir un peu la consoler. Oh vite calme sa douleur, elle n'attend plus le facteur. Dans les écoles, on fait du sport. On écrit des lettres aux soldats, qu'on appelle les poilus. Ah, les poilus, quand il y en a plus, il y en a encore. Ah, les poilus, on en fait quand il y en a plus. Nous sommes les joyeux poilus, car c'est ainsi que l'on nous nomme. En voyant nos airs résolus, on crie en chœur, voilà les hommes. Nous, on n'est pas des fanfarons, de la paix on goûtait les charmes. Pourtant, à l'appel du clairon, on pose sa pique, on prend les armes. Ah, les poilus, quand il y en a plus, il y en a encore. Ah, les poilus, on en fait quand il y en a plus. Pour défendre notre pays et pour le venger de l'outrage, les poilus se trouvent réunis dans de toute classe et de tout âge. Ils font un travail surhumain, même ceux qui trichent rien à guerre. Pour supprimer le poil dans la main, il n'est rien tel que la guerre. Ah, les poilus,
de vieux draps pour faire des pansements. On prépare des colis. Les garçons sont appelés les petits poilus et les filles les marraines de guerre. Fernand évoque aussi Verdun, le chemin des dames, les taxis de la Marne. Dans ses recherches, il tombe sur un poème d'Eugène Daby, « J'ai été soldat à 18 ans », qu'il décide d'intégrer à son exposé. Fernand, remué par la vie de ces hommes et impressionné par ce qu'il vient de copier, se couche et s'endort alors que résonnent encore dans son esprit les derniers mots du poème. C'est samedi matin. Fernand aime bien ce jour sans classe. À table. Aujourd'hui, c'est steak frites. Ouais! Ah, des frites, on adore les frites. Oui, des frites, on adore les frites. Ouais, des frites, on adore. En fin d'après-midi, Karine demande à Fernand d'aller acheter du pain. En sortant de la boulangerie, les baguettes à la main, Fernand croise Madame Garel, la voisine, la vieille dame aux cheveux blancs avec son éternel châle. Il a toujours trouvé un petit peu bizarre. Elle lui dit que l'autre jour, elle l'a vu devant le monument aux morts. Il avait l'air un peu perturbé. « Tu sais, te voir ainsi devant le monument aux morts, ça m'a fait penser à mon enfance et aux histoires qu'on me racontait sur la Première Guerre mondiale. Il paraît que ton arrière-grand-père était un drôle de personnage, que beaucoup fuyaient. Il lui arrivait de réveiller tout le village en chantant la chanson du pinard. Voyant que cela n'évoque rien à Fernand, elle se met à fredonner. Un, deux, trois, quatre. Le pinard, vive le pinard. Puis après un temps, Fernand lui demande pourquoi on fuyait son grand-père. Elle ne sait pas, c'est ce qu'elle a toujours entendu dire. Dans l'après-midi, Fernand reçoit un mail. C'est un mail de Lucie. Elle lui dit qu'elle aime bien le poème qu'il a mis dans l'exposé, celui qui parle du jeune garçon devenu soldat à 18 ans. À la fin du mail, Lucie invite Fernand à une fête chez elle. Fernand a la permission de minuit. La fête bat son plein.
soirée, Fernand sort des toilettes et voit Hugo quitter le bureau des parents de Lucie. Mais il n'y prend pas garde. Fernand est revenu à l'heure. Sa mère est contente de lui. Mais lui bougonne. Il aurait pu rester plus longtemps. Les autres y sont encore. Une demi-heure après qu'il se soit couché, sa sœur le rejoint. Elle a peur du crocodile. Elle est sûre qu'il est sous son lit. Fernand lui fait une petite place à côté de lui. Mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas pris son doudou. Le crocodile pourrait la manger. Il pourrait aussi manger le doudou ou manger les deux. C'est affreux! Mais qu'est-ce qu'il attend? Vas-y, Fernand! Il pourrait la manger. Il pourrait aussi manger le doudou. Le crocodile pourrait la manger. Il pourrait aussi manger le doudou. Ou manger les deux. C'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il attend? Vas-y, Fernand! Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Bon, Fernand se lève en soufflant pour aller dans la chambre de sa sœur. Là, il entend son père dire à sa mère. Pourtant, il a eu la médaille militaire. Karine, écoute sa citation. Le soldat de première classe Gaston Ledoux, agent de liaison, au moment où l'ennemi allait réussir par une contre-attaque en masse à occuper une partie de la position qui venait d'être conquise, s'est élancé seul, entraînant son peloton et a bousculé les assaillants en assurant définitivement le succès. Il a été blessé à la tête et aux jambes. Il reçoit pour cet acte de courage la médaille militaire. Fernand s'approche de la porte de la chambre de ses parents pour mieux entendre, mais fait tomber Farfadet, le cheval de bois de Mimi. Sa mère demande à son père d'aller voir ce qui se passe dans la chambre de Mimi. Il y trouve Fernand. Fernand lui explique que sa petite sœur avait peur, qu'elle est venue le rejoindre. Vincent veut ramener Mimi dans son lit, mais Fernand lui dit que non, c'est pas la peine. Vincent accepte, mais que ça ne devienne pas une habitude. À son retour, Mimi dort profondément. Elle a pris toute la place et ronfle même un petit peu. Fernand la pousse gentiment et parvient à s'allonger à côté. Mais ne s'endort pas tout de suite. Il repense à ce que son père disait au sujet de son arrière-grand-père. Guillaume Ferdinand, Alain François, Barbara André, René Henri Malade, Camille-Joseph Claude, Pierre Louis, Guillaume Ferdinand, Alain François, Barbara André, Fournier Henri Alain, Garnier Joseph, Marc Maurice, Bergot Louis, Boulard Bruno. Le lendemain, Lucie sonne chez Fernand. Lucie dit à Fernand qu'hier, au cours de la soirée, une bague a été volée. Ce bijou coûte assez cher, mais surtout c'est qu'il a une valeur sentimentale pour sa maman. Elle a appartenu à sa meilleure amie disparue aujourd'hui. Et c'est tout ce qui lui reste d'elle. En rougissant, Lucie demande à Fernand si ce n'est pas lui. Il fait non de la tête. Soulagé, la voici rassurée. Fernand lui promet qu'il va l'aider. Une demi-heure après, Fernand frappe à la porte de la maison de Hugo. « Faut qu'on se parle, c'est important !»
Fernand rentre chez lui. Quand soudain Hugo l'attrape et le retient. Attends, t'avais raison. Je voulais vendre la bague. Je suis trop nulle. Hugo donne la bague à Fernand qui se rend immédiatement chez Lucie. C'est sa mère qui ouvre. Et au moment où elle va pour lui parler, Fernand s'enfuit. Arrivé chez lui, il cache la bague dans son armoire. Une petite heure après, son père arrive furieux dans sa chambre. Il vient d'avoir un appel de la mère de Lucie. Vincent veut savoir si c'est son fils qui a pris le bijou. Fernand s'en défend. Non, non, c'est pas moi. Vincent voit bien que son fils lui cache quelque chose. Il se met alors à fouiller partout. Son père trouve la bague. Il lève la main pour le gifler, mais Fernand s'esquive, prend son skate et sort en trombe de la maison. Il entend son père hurler « Fernand, reviens immédiatement !» Sans qu'il s'en soit rendu compte, Fernand a roulé jusqu'au monument aux morts. Madame Garel, la vieille voisine, est assise sur un banc. Après un long moment de silence, elle lui demande ce qui ne va pas. Fernand reste muet. Alors elle lui dit qu'il a raison, tout cela ne la regarde pas. Pour briser le silence, la vieille dame lui reparle de son arrière-grand-père. Gaston Ledoux était une gueule cassée. Comme je te l'ai dit, la nuit, ivre, en sortant du bistrot La Poule Blanche, il chantait à tue-tête la chanson du pinard. Sa mine faisait peur à tout le monde. Sur les chemins de France et là, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe par où ce que ça passe. Vas-y pinasse, 1, 2, remplis mon cas, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, aimer son mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe par où ce que ça passe. Vas-y pinasse, 1, 2, remplis mon cas, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Dans le désert, on dit que le dromadaire doit jamais soif, mais c'est des racontars. S'il ne boit pas, c'est qu'il n'y a que de l'eau claire. Il boirait bien s'il avait du pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe par où ce que ça passe. Vas-y pinasse, 1, 2, remplis mon cas, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Dans chaque d'eau, même la plus petite dose, ça s'est marqué dans tous les règlements. Les soldats disent, quand j'ai l'eau explose, va en chantant sur tous les continents. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe par où ce que ça passe. Vas-y pinasse, 1, 2, remplis mon cas, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Quand il était à peu près sobre, continue Mme Garel, il paraît qu'il ressassait en boucle le poème de Guillaume Apollinaire, L'Adieu. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens.
Madame Garel semble ne plus pouvoir s'arrêter de parler. Après, on m'a dit qu'il se rendait sous les fenêtres du château, et criant au châtelain, qui était député, qu'il était un planqué, un embusqué, qu'il avait voté la guerre, mais que lui ne l'avait pas faite. Alors, il chantait sous le balcon la chanson de Craonne. Quand au bout du jour, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la file. Laissez bien finir, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on va laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ces malheureux voix sur les grands boulevards, tous ces beaux qui font leur foire, si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Aux yeux cachés, tous ces embusqués viennent monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres furotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on rêve. Et c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Tu sais, enchaîne la vieille dame, son meilleur ami, Henri Herdouin, a été fusillé, car il a été accusé de lâcheté face à l'ennemi. Madame Garel l'invite chez elle, pour lui montrer une vieille lettre jaunie. Voilà ce qu'il avait écrit à son épouse. Ma petite femme adorée, nous avons, comme je te l'ai dit, subi un échec. Tout mon bataillon a été pris par les Boches, sauf moi et quelques hommes. Et maintenant, nous reproche d'en être sortis. J'ai eu tort de ne pas me laisser prendre également. Maintenant, le colonel Bernard nous traite de lâches. Les deux officiers qui restent, comme si à 30 ou 40 ans, nous pouvions tenir comme 800. Enfin, je subis mon sort. Je n'ai aucune honte. Mes camarades qui me connaissent
pleurer. Je pense à toi et à notre enfant Luc. Je t'embrasse pour la dernière fois. De Fleury, au nord de Verdun. Ton arrière-grand-père, non, ton arrière-arrière-grand-père, d'après ce qu'on m'a raconté, en voulait à tout le monde. L'exécution de son ami, cette sale guerre l'avait brisé. Il avait fait son devoir, et même bien plus. Cependant, ce qu'on a retenu de lui, c'est la chanson du Pinard et celle de Craonne. Tu te demandes bien comment j'ai eu cette lettre? Henri Herdouin, c'était mon grand-oncle. Henri et Gaston s'étaient connus sur les bancs de l'école communale, ici, à Orme. Il paraît que Henri aimait bien chanter aussi. Si je vais souvent chez toi, c'est pour en parler à ton père, qui connaît l'histoire. Pour essayer de faire quelque chose par rapport à ces deux noms manquants. À chaque fois, j'essaye d'en parler, mais le courage me manque. Une fois, j'avais bien essayé, ton père était dans le jardin, mais il semblait ne pas comprendre. C'est vrai, c'est loin tout ça, mais un jour, tout sera oublié. Fernand se lève et avant d'ouvrir la porte, se retourne, sourit à la vieille dame, la remercie et saute sur son skate. Fernand ne sait plus que penser. Fernand a envie de pleurer. Sa mère ne comprend rien à rien. Mon petit Fernand, que c'est crétin. Son père a levé la main sur lui. Il ne lui reste plus que Mimi. Elle a raison de ne pas grandir. Les adultes vous font vomir. On ne sait plus que penser. Fernand a envie de pleurer. Sa mère ne comprend rien à rien. Mon petit Fernand, que c'est crétin. Son père a levé la main sur lui. Il ne lui reste plus que Mimi. Elle a raison de ne pas grandir. Les adultes vous font vomir. Plutôt que d'essayer de réparer le passé, les adultes se taisent, restent cachés. Alors, arrière-grand-père, on oublie. Il ne faut rien changer à sa petite amie. Fernand ne sait plus que penser. Fernand a envie de pleurer. Sa mère ne comprend rien à rien. Mon petit Fernand, que c'est crétin. La nuit tombe. Fernand commence à avoir froid. Il marche dans les rues vides du village et arrive au monument aux morts. Il s'assoit. Aussitôt, il voit Lucie et Hugo. Ce dernier s'est visiblement excusé auprès de Lucie. Je lui ai raconté ce que j'avais fait. On n'en parle plus.
Lucie lui dit que ses parents le cherchent. Ils sont morts d'inquiétude. Je m'en fiche. Tu vois, je m'en fiche que mon père me prenne pour un voleur, parce que sur le monument, il n'y a même pas le nom de mon arrière-arrière-grand-père, Gaston Ledoux, ni même celui de son ami, Henri Ardouin. Des héros. Mon père est au courant de l'histoire, mais il ne fait rien. Dans la pénombre, Lucie aperçoit la silhouette du père de Fernand. Elle va à sa rencontre. Hugo et Fernand comprennent qu'elle lui raconte tout pour la bague. Vincent rentre à la maison avec son fils. Le soir, le repas est morose. Même Mimi la pipelette ne me pipe pas un mot. Fernand est allé se coucher sans manger. Après le repas, Vincent frappe à la porte de la chambre de Fernand. Il veut lui dire qu'il l'aime. Pas de réponse. Il ouvre. La chambre est vide. Fernand s'est encore sauvé. Vite, il court jusqu'au monument aux morts. Il aperçoit le faisceau d'une lampe de poche. C'est Fernand. Il est en train d'escalader l'édifice, la lampe entre les dents, et dans la main droite, un ruban adhésif et un marqueur. Vincent comprend ce qu'il veut faire. Il s'approche et lui propose de monter sur ses épaules. Alors Fernand, en équilibre sur son père, colle la bande adhésive et écrit dessus. Henri Ardouin, Gaston Ledoux. À Guillaume Ferdinand, Alain François, Barbara André, Fournier Henri Alain, Garnier Joseph, Klein Maurice, Ergo Louis, Poulard Bruno.
nuit.